donc une équipe constituée de Raphaël Languillon de l'Institut français de recherche sur le Japon, d'Aurélie Delage de l'UMR Ardève, Université de Perpignan via Domitia, et Maxence Naudin également, UMR Ardève, Université de Perpignan. Nous avons le plaisir d'accueillir Céline Bonhomme, qui est la sous-directrice à l'aménagement, donc à la DGALN, ministère de la Cohésion des Territoires et de la Transition écologique, qui discutera cette présentation. On va attendre que tout le monde se rassied une minute, et puis on va vous laisser tranquillement commencer votre présentation. Voilà. C'est Raphaël, parti. c'est à vous. Allez. Donc, bonjour à tous et bonjour à toutes. Donc, nous sommes les représentants de l'équipe qui s'intitule Résizan pour Résidentiel et ZAN, c'est une contraction. Et notre projet de recherche s'appelle le logement en choc de densification, aménager les territoires résidentiels en contexte de sobriété foncière et de justice spatiale. Alors, on est l'équipe qualitative de ce programme de recherche. Et nous sommes composés de plusieurs unités. Nous sommes composés d'une UMIFRE qui se trouve au Japon pour l'approche comparative avec d'autres politiques de sobriété foncière en dehors de nos frontières et puis faire sortir le ZAN de débats trop centrés sur la France. L'université Perpignan via Domitia, dont vous avez les représentants ici avec Aurélie Delage et Maxence Naudin. Il y a également David Giban, qui est malheureusement souffrant et donc qui aurait dû venir, mais qui a dû rester à Perpignan. Il vous prie de bien vouloir l'excuser. Le NTPE avec Max Rousseau et puis l'université de Paris-Dauphine avec Arnaud Simon en gestion finance. Donc une approche aussi qui est multisite et puis transdisciplinaire. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet immédiatement, on ne savait pas dans quelle mesure est-ce qu'il fallait que l'on vous détaille toute l'armature du projet de recherche, puisque c'est des choses qu'on a déjà présentées l'année dernière et l'année d'avant. Donc on va juste synthétiser un certain nombre de questionnements et d'hypothèses. Donc sur le questionnement, on est parti du principe que cette sobriété foncière en perspective ZAN appartenait à une politique climatique et environnementale et qu'elle avait néanmoins des impacts territoriaux, sociaux, économiques, politiques qui n'étaient pas forcément pensés dans la loi mais qui étaient néanmoins concrètement observables sur les territoires dans la façon dont se territorialise la politique publique. Et l'objectif pour nous, c'était de tirer vers des questionnements sociaux la politique climatique et environnementale. Avec cette question, quels sont les impacts socio-économiques que la promotion de la sobriété foncière en perspective ZAN a sur le secteur du logement et en particulier sur le secteur du logement social et du logement abordable dans différents territoires locaux en France métropolitaine et dans les Outre-mer, puisque l'une des spécificités de notre programme de recherche est de regarder également ce qui se passe dans certains Outre-mer, pas tous évidemment, la Guadeloupe et la Guyane. Et puis, dans quelle mesure dans quelle mesure la justice environnementale des politiques anticipatoires de cette sobriété foncière, de ce ZAN, cette justice environnementale est-elle compatible avec la justice spatiale des politiques socio-économiques du logement social et du logement abordable? Alors pour ce faire, nous avons plusieurs objectifs. L'objectif principal, c'est une recherche opérationnelle sur les tendances de la sobriété foncière en perspective ZAN. Alors on dit en perspective ZAN puisque le ZAN n'existe pas encore. On est sur une trajectoire de réduction de la consommation d'artificialisation des sols, mais on n'est pas sur du ZAN à proprement parler pour l'instant. Et puis l'objectif, c'était aussi de mettre en place des diagnostics des enjeux sociaux, des enjeux politiques, des enjeux économiques imputables à cette mise en application de la sobriété foncière en perspective ZAN dans différents territoires locaux. Et puis nous avions divisé cet objectif général en plusieurs sous-objectifs. Le premier, c'était d'observer et de qualifier, de mesurer les différentes temporalités et les différentes modalités de formalisation et d'incorporation des enjeux de sobriété foncière dans les outils et les dispositifs de la régulation publique dans différents territoires. Et c'est ce qu'on a appelé mécaniquement la territorialisation de la sobriété foncière. L'objectif numéro 2, c'était d'établir des diagnostics sur les conditions d'application hétérogènes de la sobriété foncière et de la densification immobilière imputable à cette sobriété foncière selon différentes typologies de territoires, puisque la loi, alors ça a été un petit peu modalisé par l'actuel Premier ministre mais dans son discours de politique générale, mais a priori la loi s'appliquait de façon homogène sur des territoires extrêmement variés jusqu'à ce qu'il évoque cette question.
de l'adaptabilité de la politique publique. Et puis le troisième objectif, c'était de discuter et de porter au débat public les nouvelles typologies de logements issues de la sobriété foncière. C'est ce qu'on appelle nous en interne le logement ZAN compatible, mais qui sont en vérité beaucoup plus variés que ce que cette appellation un peu rapide semble laisser penser, dans la perspective d'un souci de justice spatiale, de justice socio-spatiale. Alors nos terrains de recherche privilégiés évitent de façon assez volontaire la centralité parisienne pour aller voir ce qui se passe en région et dans les Outre-mer. Bon, ce qui vient en complémentarité des travaux des autres équipes, c'était un peu la volonté de pas de côté que l'on proposait, avec un terrain principal dans la plaine du Roussillon, puisque l'Université de Perpignan est quand même l'un des pôles moteur de ce projet de recherche et d'un des pôles moteurs des analyses sur la plaine du Roussillon. Donc ça semblait naturel d'avoir cette continuité territoriale-là. Le Genevois français, de part et d'autre, donc du coup, d'une question transfrontalière. La vallée de l'Ondaine, dans l'ouest de Saint-Étienne, qui est une ancienne vallée industrielle que Aurélie en particulier vous présentera tout à l'heure. Les villes petites et moyennes d'Occitanie, qui fait l'objet de la thèse CIFRE de Maxence Nodin. Et puis la CACL, donc le territoire littoral de Guyane, et la Guadeloupe. Alors, pour rentrer directement dans le vif du sujet et vous présenter quelques éléments, on va dire, de résultats. Alors, ce n'est pas vraiment des éléments de résultats, c'est plutôt des éléments d'avancement de la réflexion sur la base de travail de terrain qualitatif, pour être plus précis. On voudrait vous présenter quelques éléments sur ce qui nous a occupé sur l'année et demie qui vient de s'écouler, c'est-à-dire l'étude de la territorialisation de la sobriété foncière en perspective ZAN. Alors, par territorialisation, on a essayé en interne de définir le terme. On a 3 niveaux de territorialisation. On a la traduction réglementaire et la déclinaison d'objectifs chiffrés de sobriété foncière et de consommation d'artificialisation de sol territoire par territoire. Donc ça, c'est la forme, on va dire, la plus désincarnée et puis la plus top-down de ce que l'on pourrait appeler territorialisation. On a la mise en place par le législateur et le gouvernement de politiques et d'outils d'accompagnement spécifiques à certains territoires et à certains enjeux. Donc ça, c'est une territorialisation qui est aussi vue depuis l'État central et qui vient un peu s'implémenter de façon top-down dans les territoires. Et puis, celle qui nous intéresse le plus, cette territorialisation qui peut être entendue comme l'appropriation de la politique publique par chaque territoire, une réception qui se fait en fonction par les acteurs et les populations, en fonction de trajectoires d'aménagement, en fonction de culture locale d'aménagement, en fonction de compréhension par les acteurs de l'aménagement de ce qu'est la loi et des espaces de liberté que la loi des espaces de liberté, des espaces de négociation que la loi leur laisse. Et donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir comment est-ce que est négocié, est investi ces espaces de liberté, ces espaces de traduction locale d'une loi nationale dans différents territoires que l'on a sélectionnés en raison de la grande diversité des enjeux d'aménagement qui s'y posent, que ce soit des enjeux d'aménagement transfrontalier, le dépeuplement, le vieillissement, la gentrification, les marchés de report et ce genre de grandes dynamiques-là. Alors, pour vous présenter 2 cas d'études, on va vous présenter le Genevois français et on va vous présenter aussi la vallée de l'Ondaine. Alors, c'était David Giban qui devait vous présenter le Genevois français. Je vous prie de nous excuser, je vais le faire à sa place, mais c'est un sujet que je connais bien puisque je travaille avec lui sur cette question-là. On avait positionné une stagiaire de master pour mener pendant 6 mois des entretiens semi-directifs, un travail de compilation de données, d'analyse de littérature grise et puis de documents d'aménagement et de planification, et puis surtout aller réfléchir avec ses pieds sur le terrain, hein, comme une géographe, pour y mesurer et observer les dynamiques d'aménagement et cette territorialisation du ZAN. Alors, le Genevois par satellite, vous voyez le lac, d'accord. Vous voyez les espaces agricoles et forestiers qui sont très bien protégés, et puis vous voyez une nappe urbaine assez discontinue. Et vous pouvez en inférer le tracé de la frontière en fonction du respect plus ou moins fort des ENAF. En gros, ce qui se trouve assez bien préservé en termes d'espace forestier agricole, c'est dans la partie genevoise du canton de Genève.
Et ce qui se trouve un petit peu grignoté de façon parfois assez intense, assez dense, c'est la partie française. Bon, et puis évidemment, le cœur du canton, Genève, la municipale de Genève, qui elle est intensément densifiée, mais bon, c'est la ville-centre de cette agglomération transfrontalière qui fait à peu près 1 million d'habitants, donc c'est à peu près comme l'agglomération transfrontalière du Grand Lille, hein, si vous voulez, en termes de volume de population. Et ce qu'il est intéressant de voir, et c'est le graphique que vous avez ici, c'est que vous avez un certain nombre on peut segmenter en 3 temps les dynamiques d'artificialisation et les politiques du logement dans cet espace transfrontalier. La courbe bleue, c'est le nombre de logements construits par le canton de Genève sur son propre territoire. La courbe verte, c'est le nombre de transfrontaliers, c'est-à-dire de travailleurs ayant un permis de transfrontalier qui travaillent dans le canton de Genève, mais qui vivent en dehors du canton de Genève, essentiellement dans 2 endroits, le Genevois français, donc la partie française de l'agglomération, ou alors le district de Nyon qui se trouve sur le canton de Vaud, c'est-à-dire celui de Lausanne. Et vous voyez que dans une première période, qui correspond en gros aux 30 Glorieuses jusqu'au choc pétrolier, Genève répond en grande partie à son besoin en logement, puisque vous avez cette capacité à produire en masse du logement pour sa population. Et Genève est très peu attractive en dehors de ses frontières, puisqu'il y a peu de travailleurs transfrontaliers. Une période intermédiaire entre les chocs pétroliers et le tournant des années 2000, qui correspond à une érosion rapide de la capacité du canton de Genève à produire du logement pour répondre à la demande domestique, et un début de frémissement de cette internationalisation du marché de l'emploi de Genève, avec des gens qui commencent de plus en plus à travailler à Genève, mais à aller dormir en dehors des frontières du canton. Et puis à partir des années 2000, et tout particulièrement de 2002, qui est un accord fiscal entre le canton de Genève et les communes du Genevois français, de reversement d'une partie de la taxe professionnelle captée par Genève à ces communes-là, qui parfois peut représenter 30% des budgets des municipalités. Donc à partir de 2002 de cet accord fiscal, vous avez un découplage entre la capacité de Genève à produire du logement sur son sol, et à présent on est sur un taux de vacances dans le résidentiel à Genève de 0,46%, pour vous dire à quel point c'est dysfonctionnel, et le report du coup en dehors de ses frontières, l'externalisation du besoin en artificialisation. Donc ça veut dire en plus non seulement une dynamique économique, un découplage entre le marché de l'emploi et le marché et l'économie du logement, mais en plus sur incitation fiscale, puisque avec cet accord fiscal de reversement de la taxe professionnelle, d'une partie de la taxe professionnelle captée à Genève vers les communes qui accueillent les travailleurs de Genève qui viennent vivre en France, vous avez une quasi-incitation fiscale à l'artificialisation. Puisque vous savez que les budgets des municipalités, en gros, c'est 3 sources: la dotation de l'État, qui dépend en fait du nombre d'habitants, la taxe foncière, et puis, dans le cas du Genevois, le reversement d'une partie de la taxe professionnelle. Et donc, vous avez un emballement avec une incitation à artificialiser le territoire des municipalités françaises, du Genevois français, et cet étalement qui en découle. Alors, on ne va pas vous détailler un certain nombre de choses, mais on va quand même synthétiser en quelques éléments saillants. On a fait des transects. Alors, depuis la plaine du Roussillon, la vallée de l'Ondaine, la Guadeloupe, le Genevois, on a fait un certain nombre de transects qui, normalement, ils mélangent un petit peu les transects géologiques que l'on connaît tous et toutes et les transects urbains que l'on connaît aussi bien en aménagement, que l'on a tracé à l'échelle régionale cette fois-ci. Et on a essayé, donc ce transect, en fait, c'est un document de communication, d'accord, c'est pas un résultat par la preuve de la recherche, hein, c'est un document de communication qui vient déterminer en fonction de sections territoriales qui ont des points communs en termes des dynamiques d'aménagement, comment est-ce que le ZAN, la sobriété foncière en perspective ZAN, est réceptionnée localement par les politiques, et comment est-ce qu'elle est intégrée, négociée et intégrée dans les documents de l'aménagement. Et donc, au milieu, alors, le transect, vous voyez en haut à droite, on vous a mis la carte du Genevois, on vous a mis une ligne rouge qui bifurque. Donc en fait, ça c'est le profil du transect, donc est-ouest d'abord, et puis ça bifurque vers le nord-ouest, ce qui permet d'avoir une partie du Genevois français à l'est. Ça traverse de part en part le canton de Genève et ça ressort de l'autre côté vers le Pays de Gex, de nouveau le côté français. Donc ce qui veut dire que sur votre transect, vous avez Genève au milieu, et puis vous avez progressivement une double dynamique. Premièrement, l'éloignement à la frontière, et deuxièmement,
l'avancée du front de périurbanisation de l'agglomération transfrontalière. Bon. Ce qui vous donne deux dynamiques, la réception du ZAN, de la sobriété foncière vis-à-vis de la distance à la frontière, et la réception de la sobriété foncière vis-à-vis des typologies d'urbanisation qui se recoupent à peu près avec l'éloignement de la frontière. Et donc, on a déterminé en gros, mais vraiment très schématiquement, trois profils. Un premier profil, ce sont les municipalités de l'autre côté de la frontière suisse qui se saisissent de la sobriété foncière en perspective ZAN pour adopter une attitude d'aménagement calquée sur les dynamiques genevoises, c'est-à-dire on va utiliser la sobriété foncière pour monter en gamme, protéger les espaces pavillonnaires avec jardin et inscrire la sobriété foncière en perspective ZAN sur une trajectoire déjà sobre en artificialisation pour des dynamiques de ce que Eric Cham appellerait de la clubisation ou de l'entre-soi, qui en même temps permet de maintenir un certain niveau de prix foncier immobilier particulièrement élevé. Et puis ensuite, on a une deuxième typologie d'espaces, qui sont les espaces comme Annemasse, comme Gaillard, qui ont fait le jeu de répondre aux besoins collectifs de logement qui leur venaient du canton de Genève, mais qui leur venaient aussi de leur propre territoire. C'est-à-dire pour répondre aux besoins en logement des foyers en salaire suisse, des foyers en salaire en euros et des foyers en salaire mixte, francs suisses et euros. Et ces territoires-là qui ont eu une trajectoire d'artificialisation extrêmement rapide, qui apparaissent très peu vertueux dans les trajectoires des dernières décennies, sont en vérité ceux qui ont joué le jeu de la collectivité, qui ont joué le jeu de la région transfrontalière et qui se retrouvent avec la mise en place du ZAN de façon un petit peu soulagée d'avoir enfin un outil de maîtrise de l'aménagement sur leur territoire et d'avoir enfin en face de la pression genevoise l'autorité de l'État français, puisque c'est le législateur du gouvernement français, ça vient directement depuis Paris, pour rééquilibrer les négociations sur les dynamiques d'aménagement de la région transfrontalière. Et puis une troisième typologie d'espace, et je vais m'arrêter là sur le Genevois, d'espaces beaucoup plus éloignés, le périurbain diffus, voire les espaces ruraux des franges du Genevois, qui attendaient l'artificialisation comme étant, bon, à présent, c'est bientôt notre tour. C'est bientôt notre tour de capter cette manne qui nous vient de Genève de reversement de la taxe, d'une partie de la taxe professionnelle, qui viendrait gonfler nos budgets, parfois jusqu'à un tiers, qui permettrait de financer beaucoup plus facilement des écoles, des hôpitaux, des services publics, mais aussi qui permettrait de valoriser ce foncier que l'on a en très grand nombre et dont on espère pouvoir tirer une partie de la manne. Et là, dans ces territoires-là, évidemment, l'arrivée du ZAN est accueillie de façon très mitigée. Alors on retrouve des discours sur le ZAN ruralicide et ce genre de propos-là. Voilà. Donc je m'arrête pour le cas du Genevois et je laisse ma collègue vous parler de Londaine. Merci Raphaël. Donc pour cette partie du travail, je m'appuie sur le travail de Raph Denis, qui était stagiaire avec nous et qui aujourd'hui, depuis une semaine, a pris son poste à la Drill. Donc il a fait la majeure partie du terrain, j'ai un peu accompagné, et donc on est allé dans la vallée de Londaine. Alors l'objectif là, c'est de prendre un peu à rebours les études de cas peut-être mieux connues et de se déplacer dans un territoire, un ancien territoire industriel, pas très en forme pas très en forme économiquement et démographiquement, et donc ce que l'on peut qualifier d'un marché immobilier détendu. Donc la vallée de Londaine, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la vallée qui est au sud-ouest de Saint-Étienne, ancienne vallée industrielle marquée par la mine et la sidérurgie, avec une population qui a décliné et qui aujourd'hui est assez stabilisée. Alors comment ce territoire fonctionne ? En fait, c'est un territoire, donc nous aussi on a fait notre petit transect, c'est un territoire qui est marqué par plusieurs dynamiques, plutôt des dynamiques centrifuges, c'est-à-dire qu'au moment de la crise, les gens qui ont eu les moyens de partir sont partis soit vers Saint-Étienne, soit dans le cadre pour trouver du travail, soit dans le cadre d'une ascension résidentielle ascendante. On cherchait un logement peu cher, abordable, souvent sous la forme d'une maison,
Plus loin dans la vallée, donc plutôt vers au-delà de Firminy, là où vous voyez où il y a les coteaux, voire dans la Haute-Loire, qui est le département limitrophe. Ces forces centrifuges se retrouvent aussi au niveau des activités. Et donc, on voit que dans cette vallée, il y a non seulement un effet de gradient depuis Saint-Étienne, donc à droite du graphique, en s'éloignant de Saint-Étienne, mais aussi une opposition et une concurrence entre le fond de vallée, qui concentre les espaces industriels, et les coteaux qui bénéficient de vues. Alors, certains sont bruyants, parce qu'il y a le bruit de la vallée qui remonte. Certains sont ensoleillés et beaucoup plus agréables. Alors, en fait, le but de cette étude de cas était de battre en brèche peut-être 2 idées reçues couramment associées au ZAN. La première, c'était la première idée que l'on entend beaucoup dans les espaces non industriels, c'est que en fait, le ZAN sera plus facile à appliquer dans les territoires industriels parce qu'ils ont du foncier artificialisé à foison, notamment sous la forme de friches. Et la deuxième idée que l'on cherche à travailler, c'est que dans un marché descendu où les valeurs immobilières sont faibles, voire très faibles, en fait, il n'y a pas de tension sur le marché et il n'y a pas de problème. Et c'est facile de se loger. Alors en fait, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Pour donner 3 éléments de résultat, le premier, c'est que, Raphaël a indiqué que l'un de nos objectifs était de comprendre comment ce ZAN atterrissait dans les territoires, cette territorialisation. Raph a très bien montré à l'aide des outils de la science politique qu'il y a une territorialisation différentielle entre, d'une part, une territorialisation de continuité entre l'État et la région Auvergne-Rhône-Alpes, dont vous connaissez tous le président l'ancien président et ses prises de position par rapport aux ZAN. Donc là, on est dans une application à minima de la loi qui ne tient pas compte des projections démographiques et qui est indifférenciée spatialement, c'est-à-dire qu'on applique la règle des 50% de diminution de l'artificialisation de façon non discriminée sur l'ensemble du territoire. Par contre, à l'échelle de Saint-Étienne Métropole, dont fait partie la vallée de l'Ondaine, donc l'intercommunalité autour de Saint-Étienne, là, on est dans une territorialisation de rupture. Rupture qui se manifeste de 2 façons. La première rupture, c'est d'orienter l'artificialisation non pas vers le résidentiel, mais vers l'économique. C'est-à-dire qu'ils vont inscrire dans le PLUI en train d'être rédigé 2/3 de l'artificialisation consacrée aux activités économiques pour réimpulser une dynamique d'emploi notamment, et 1/3 seulement de l'artificialisation qui va aller vers le logement. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'il n'exclut pas de procéder à une forme de différenciation territoriale, c'est-à-dire que la loi, il y a cette forme de bonus donné à ceux qui ont beaucoup artificialisé sur la dernière décennie et qui auraient donc la possibilité de continuer, même s'ils ont été des mauvais élèves, entre guillemets. Le propos, alors c'est pas encore fait, mais dans les entretiens, ce qui est apparu, c'est qu'il y avait cette volonté de corriger en quelque sorte ces effets du passé et d'orienter l'artificialisation vers les communes notamment qui auraient un projet de territoire, qui auraient un projet économique ou un projet résidentiel spécifique. Deuxième résultat, c'est que dans cette... donc si on va vraiment à l'échelle de la vallée, comme dans plein d'autres territoires, les communes vers la gauche du transect qui étaient plutôt sur un modèle résidentiel et de maisons individuelles en extension urbaine, eux, le ZAN, ils l'ont accueilli fraîchement, on va dire, et se sont désintéressés des négociations et de la façon dont c'était intégré dans le PLUI. Par contre, les communes qui sont proches de Saint-Étienne, notamment l'Arrêt-Camarie, le Chambon-Feugerolles et Firminy, mais surtout l'Arrêt-Camarie, qui est vraiment la commune, c'est des communes où il peut y avoir 50% de logement social, des taux de pauvreté, de logements en très très mauvais état, très très élevés, et des nuisances très fortes, que ce soit pour la pollution des sols, la nuisance sonore, etc. Donc eux, ils reçoivent le ZAN de façon plutôt positive. D'une part, ils sont soulagés que l'étalement périurbain, le robinet soit fermé, et d'autre part, ils ont l'espoir que le ZAN vienne créer une forme de pression et de tension artificielle sur leur zone au bénéfice des espaces de centre-bourg, et donc va venir en accompagnement
des politiques publiques de requalification des centres urbains qui sont déjà engagées, qui préexistent aux ZAN. Sauf que, je reviens un tout petit peu en arrière pour les photos, sauf que réhabiliter du fond de vallée d'anciens territoires industriels, c'est pas simple. La dépollution, ça coûte cher. Et en termes de logement, vous voyez par exemple ces maisons qui ont un petit jardin. En fait, les chambres, donc ça c'était une ancienne friche industrielle, on n'a pas le droit d'avoir les chambres au rez-de-chaussée parce que la dépollution n'est pas suffisante et les gens n'ont pas le droit de faire du potager alimentaire. Donc en fait, c'est quand même une contrainte majeure sur comment on requalifie, même si autour, il y a eu un travail de requalification des rives de Londaine. Deuxième chose, deuxième idée, donc ça c'était pour le recyclage des friches qui n'est pas évident. Deuxième chose, j'ai presque fini, c'est sur un territoire au marché immobilier détendu, donc les trajectoires résidentielles sont fluides. En fait, c'est pas si évident que ça. Parce que du fait de la surabondance de logements sociaux, donc 50% dans certaines communes, comme je vous l'ai dit, en fait, il y a une politique active, pareil, qui préexiste aux ZAN, de démolition-reconstruction du parc de logements sociaux. Donc là, par exemple, sur la photo du milieu, c'est le boucher, donc au champ Bonfeugerolles, qui a été détruit il y a déjà plusieurs années, qui est retourné à l'état de nature. Et au-dessus, c'est une autre barre, un tout petit peu plus, enfin 2 autres barres un petit peu plus bas, qui sont vidées, qui sont en attente de démolition. Donc se pose la question du relogement et du parcours résidentiel au sein de la commune par des populations qui sont très attachées à leur territoire. Sauf qu'elles vont quitter des flancs de coteaux avec une vue dégagée, et ce qu'on leur promet, c'est d'aller dans le fond de vallée, pollué, où il y a du bruit, etc. Donc se pose la question de la désirabilité, en fait, de ce logement social, réhabilité. Et on peut aussi poser la question de ce logement social abordable, parce que souvent ce relogement s'accompagne de hausses de loyers qui sont parfois difficiles à absorber dans les revenus de ces familles-là. Dernier point, les perspectives. C'est la photo du milieu. Pour prolonger ce travail-là, aller plus loin dans la réflexion sur la renaturation de ces anciens quartiers d'habitat social et comment ils vont permettre d'équilibrer le bilan du zéro artificialisation nette. Et deuxième chose, la question des parcours résidentiels, travailler sur ces trajectoires, alors peut-être en articulation avec l'intermédiation locative, le PSLA, pour voir comment on peut rendre une offre de logement collective synonyme d'ascension sociale et que ce ne soit pas simplement la maison, le pavillon sur du foncier pas cher lointain qui soit synonyme de progression dans la trajectoire résidentielle. Alors, on passe sur le Transect sur la Guadeloupe, et sur la Guadeloupe, et on en arrive à quelques éléments saillants. On en a sélectionné 3 sur des éléments transversaux aux différents territoires que l'on a analysés. D'une part, le premier point, sur le volet politique, la sobriété foncière, ça semble être une évidence, mais c'est toujours bon de le rappeler, vient percuter les régimes préexistants de l'aménagement. Le déploiement homogène de la sobriété foncière ne crée pas d'effet homogène. Bon. Il ne crée pas non plus de dynamique d'ajustement automatique, comme l'a dit Aurélie. C'est pas parce que vous avez une incitation à la sobriété foncière et du foncier potentiellement disponible que vous avez un report de la demande sur l'offre potentiellement existante ou que l'offre va exister, bien au contraire. Donc vous avez effectivement ce mythe du report de l'offre ou de la demande de façon automatique en réaction à la sobriété foncière. Sur le volet économique, on a des effets différenciés de la sobriété foncière sur les territoires dits tendus et les territoires dits détendus, avec toutes les pincettes qu'on peut prendre sur cette terminologie, avec la question évidemment de la remise en question des modèles de l'aménagement, la question de coûts émergents de l'aménagement, la question d'effets de correction pour les territoires dits détendus, et c'est ce qu'a montré Aurélie avec un coup d'arrêt de l'étalement ou de la consommation effrénée de foncier, et puis éventuellement des effets d'accentuation pour les territoires tendus, comme on l'a vu avec le Genevois et la montée en gamme de territoires qui sont déjà très privilégiés.
Et puis, le dernier point, le volet social, sur la fin du modèle Fordiste du logement abordable. Et donc, ce ZAN qui mettrait fin au principal modèle de logement abordable, qui est le pavillon périurbain, qui est effectivement pour l'instant, pendant très longtemps, le moyen principal d'entrée dans la propriété immobilière et foncière, et qui est en train de disparaître avec cette sobriété foncière. Et la question de savoir comment est-ce qu'à présent on a de nouvelles dynamiques de création de logements abordables maintenant que ce robinet-là s'est fermé. Alors, on peut discuter d'autres points, peut-être juste quelques éléments sur des éléments de perspective. Tout d'abord, après avoir beaucoup regardé sur cette territorialisation de la sobriété foncière à présent, telle que prévue dans le projet initial, on va approfondir les travaux sur le logement, en particulier le logement social et le logement abordable. Et puis, on a signé, là, en janvier 2023, avec le même consortium, et on les remercie, une étude, cette fois-ci quantitative, sur la façon dont le choc potentiellement inflationniste de la sobriété foncière en perspective ZAN est possiblement contrebalancé, parfois renforcé, parfois annulé, par le choc potentiellement déflationniste du vieillissement sur les valeurs de ce même parc de logement, avec donc des approches très quantitatives que je ne développe pas, mais que l'on vous présentera sans doute l'année prochaine. Et puis pour aller plus loin, et là vraiment en un mot, en une minute même pas, nous avons en open access un certain nombre de rapports, la synthèse que Maxence a réalisée sur le tour d'horizon des politiques de sobriété foncière en Europe. On a également, on vient de sortir sur notre site internet un rapport sur des études flash d'analyse démographique et immobilière dans les Antilles. On a sur demande disponible les différents mémoires de master qui nous ont accompagnés cette année 2024. On a, avec la Fabrique de la Cité, cette note d'auteur sur la sobriété foncière en perspective internationale, avec des éléments sur l'Angleterre, la Suisse, le Japon et l'Union européenne. On a cette dynamique partenariale avec nos différents partenaires qu'on n'a pas tous cités, mais en l'occurrence ici le PF Terre Caraïbes en Guadeloupe, sur des ateliers qui vont bientôt être restitués dans des rapports, on va dire, des actes de séminaires. Notre site internet que vous pouvez trouver sur la plateforme Hypothèse, et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire à notre newsletter qui n'a plus 112 membres, mais 4 de plus depuis qu'on a créé le PowerPoint. Voilà, je vous remercie de votre attention. Alors, merci beaucoup à l'équipe Rézizane pour la présentation de ces travaux déjà bien avancés sur plusieurs territoires, et vous n'en avez présenté qu'un échantillon, c'était l'exercice. Pour discuter ces travaux, nous avons choisi de convier Céline Bonhomme. Donc, vous êtes sous-directrice de l'aménagement durable à la DGALN, donc Direction générale à l'aménagement, au logement et à la nature, pour le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Alors, le ZAN, j'imagine que c'est quand même un gros dossier pour vous. Je ne fais pas mystère. C'est un gros dossier, je confirme. Plutôt. Qu'est-ce que ces travaux et la présentation qui vient de nous être donnée vous ont appris? Est-ce que ça vous a étonné? Est-ce que voilà, comment vous réagiriez par rapport à ça? Alors tout d'abord, je voudrais remercier François Ménard de m'avoir convié à participer à l'exercice. Donc c'est vrai que j'ai pris pas mal de notes. Je découvre en tout cas pour ma part ces travaux et je pense vraiment que du côté en tout cas de la mise en œuvre des politiques publiques, on a absolument besoin d'avoir ces travaux de recherche, en particulier ces comparaisons internationales, parce que en fait elles nous montrent qu'on n'est pas non plus tout seul à mettre en œuvre des politiques pour freiner, on va dire, l'étalement des villes et étudier ailleurs à la fois la manière dont c'est fait et les conséquences. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui est tout à fait fondamental pour nous. Il se trouve aussi que par le passé, en tout cas, j'ai moi-même été chercheur, alors pas sur ces sujets-là, mais c'est un grand plaisir en tout cas du coup de pouvoir questionner un petit peu la démarche qui est entreprise ici. Alors, peut-être quelques réactions à ce qui a été présenté, et puis je laisserai aussi l'équipe réagir à ce que j'ai pu soulever. Alors déjà, moi j'ai compris que le cadre général, en tout cas de ces travaux, portait sur la territorialisation de la sobriété foncière et également sur les questions de justice sociale.
Et c'est vrai qu'en écoutant en tout cas la présentation, je me suis dit qu'il me manquait, en tout cas à moi, un petit peu plus de développement sur ce qu'on entend réellement par justice sociale et à partir des différents exemples qui sont ceux sur lesquels vous avez travaillé. C'est vrai que j'attendrai peut-être pour la suite, parce que je crois que vous êtes un peu à mi-parcours, que vous creusiez un petit peu cet aspect-là. Alors notamment, je vais décliner un petit peu ce que j'entends par là, mais c'est vrai que, en tout cas, vers la fin de la présentation, vous avez évoqué le pavillonnaire comme étant finalement une façon de se loger de façon abordable pour une partie de la population. Donc c'est vrai que le modèle pavillonnaire, on ne peut pas le nier, il existe et il peut permettre, il a permis en tout cas de se loger à un coût à peu près raisonnable. Cela étant, sur l'exemple qui était montré à ce moment-là, c'était justement le Genevois. Et s'agissant de cette localisation-là, alors j'imagine qu'il y a toutes sortes de pavillonnaires, mais c'est vrai que dans la présentation aussi, vous avez mentionné que le pavillonnaire avait pris quand même un tournant, on va dire, particulièrement onéreux, préservé. Voilà, donc je ne suis pas sûre que ça soit exactement de ce pavillonnaire-là, en tout cas, que vous parliez. Et je pense que ça nous amène aussi à nous demander sur ce sujet donc à caractère environnemental, le ZAN, et en lien avec la justice sociale, si réellement il y a finalement une antinomie entre, d'un côté, cette démarche à caractère environnemental, et d'un autre, le logement abordable. Et c'est vrai qu'en cherchant rapidement, juste avant de venir, ce qu'on trouvait sur le sujet, j'ai vu qu'il y avait notamment un rapport très récent de la Fondation Nature Environnement et de la Fondation Abbé Pierre, qui s'est penché sur le sujet pour justement venir un petit peu déconstruire tout ce qu'il peut y avoir derrière ces sujets. Alors, vous ne l'avez pas évoqué, mais néanmoins, ce qui est démontré dans ce rapport, c'est que finalement, le logement abordable, en tout cas au sens du logement social que vous avez aussi mentionné, c'est finalement un logement qui souvent est sur des zones déjà artificialisées, puisqu'on est sur de l'habitat collectif, donc plutôt sur des zones déjà artificialisées. Et également, ce sont des logements qui, en étant collectifs, présentent ce qu'on appelle, nous, une densité bâtie, c'est-à-dire un nombre de mètres carrés construits par rapport à la parcelle, qui est finalement tout à fait sobre au sens du ZAN. Et je vous invite à regarder des informations sur ces notions-là, qui sont notamment déclinées dans le fascicule 3 qui a été produit par le ministère sur le ZAN, et qui présente les différentes formes de construction au regard de la notion de densité bâtie. Donc finalement, moi ce que ça m'a inspiré, la présentation, c'est que je trouve que les dynamiques territoriales sont extrêmement intéressantes à analyser, et évidemment il faut continuer à le faire, mais peut-être introduire de façon... alors je ne sais pas si c'est différencié ou non différencié, mais le concept réellement de justice sociale me semble vraiment intéressant à continuer à creuser. Également, une autre réaction par rapport à ce que vous avez présenté concerne les dynamiques que vous avez analysées, notamment sur le Genevois, notamment sur Saint-Étienne et son environnement. Il faut bien se rendre compte qu'en réalité, les deux lois ZAN, donc datent de 2021 et de 2023, et se traduisent de façon très concrète dans les documents de planification. À partir de cette année, normalement, si les délais sont tenus au niveau régional, et ensuite en 2027 et 2028 au niveau des schémas de cohérence territoriale et au niveau des PLU, PLUI. Donc en réalité, on est sur des délais de mise en œuvre qui sont à venir à l'échelle des territoires que vous avez présentés et non passés. Et donc du coup, ça m'a interrogée par rapport à la présentation et à l'analyse, en m'interrogeant sur dans quelle mesure ce qui a été observé est attribuable ou n'est pas attribuable à la mise en œuvre de la réforme. Donc là aussi, ça fait partie des questions, en tout cas, que j'avais à vous poser. Et enfin, et peut-être pour finir, vous avez parlé d'un certain nombre d'opportunités, notamment sur le cas Saint-Étienne,
liées à la mise en œuvre de la réforme qui apparaissent comme telles pour certaines catégories de population, notamment qui voient peut-être la revitalisation des centres-villes, la réhabilitation d'un certain nombre de patrimoines bâtis comme perspective de la réforme. Donc je pense que c'est un point qui est extrêmement important et sur lequel j'ai envie d'insister, qui est le fait que, en réalité, on est sur une mutation absolument, je dirais, fondamentale dans le sens des fondements même de l'aménagement. Donc forcément, comme toute grande réforme, c'est pas évident, je dirais, de s'acculturer, de se l'approprier. Mais lié à cette réforme, en fait, il y a des potentialités de revisiter à la fois les modes de construire, les modes de bâtir la ville, les modes d'habiter, qui sont voilà, extrêmement, qui sont ouverts, je dirais, pour les années qui viennent. Voilà, dans un contexte, je dirais, où finalement, ce qui a conduit à cette réforme est quand même la prise de conscience générale qu'on ne pouvait pas laisser les questions environnementales à côté des villes que l'on construit, qu'on est obligé de faire avec parce que quelque part notre environnement est fini et donc quelque part l'étalement a fait que globalement on touche aux limites de cet étalement en termes de coexistence des activités et en termes de compatibilité environnementale, je dirais pour notre survie même là où l'on vit. Et donc du coup, cette donnée-là, je dirais, elle est finalement le fruit, et j'avais peut-être envie de finir là-dessus, d'une prise de conscience qui en réalité est très ancienne. C'est-à-dire le fait de prendre en compte, notamment au niveau du Code de l'urbanisme, la notion de sobriété foncière est une notion qui est en réalité ancienne et qui d'ailleurs peut-être en partie explique aussi ce que vous observez dans certains endroits du territoire. Et donc peut-être aussi cette mise en perspective de l'histoire associée à cette limitation globale de l'étalement et peut-être aussi à prendre en compte. Je vais laisser... Très bien. Merci beaucoup Céline Bonhomme pour ces différentes réactions et suggestions. Donc on va laisser l'équipe répondre, mais pendant ce temps-là, vous pouvez déjà préparer vos questions et on va commencer à faire passer des micros pour les recueillir. Oui, merci beaucoup pour vos retours et vos suggestions et vos éléments de critique très très précieux pour nous. Donc vraiment, on vous remercie pour ça. Alors, on va peut-être pas répondre à toutes vos remarques. Je pense que collectivement, on est tous d'accord avec ce que vous avez dit, en particulier les perspectives d'amélioration. Juste pour ma part, peut-être 3 éléments rapides. Le premier élément sur la justice spatiale et la justice sociale. On a des débats en interne, mais moi personnellement, je considère l'aménagement comme étant la traduction patrimonialisée d'un certain contrat social à une époque donnée. Et à travers les ruptures de l'aménagement, on peut en inférer les ruptures du contrat social de la société qui pense à un certain rapport à l'espace. Et donc cette sobriété foncière en perspective ZAN, pour moi en tout cas, et je pense pour l'équipe en partie aussi, traduit une rupture dans les logiques d'aménagement qui nous renseigne par elle-même sur les ruptures du contrat social. Beaucoup de propos attachent une importance sur quels sont les perdants et les gagnants de cette sobriété foncière, mais en vérité, c'est penser un peu le problème à l'envers. C'est plutôt comment est-ce que cette sobriété foncière se nourrit d'une rupture antérieure du contrat social et donc du coup vient révéler cette rupture plutôt que vient la créer et la renforcer. Donc ça c'est le premier point sur la justice spatiale et sociale, et on est tous d'accord sur le fait qu'on essaye de rendre compatible la justice sociale et la justice environnementale portée par le ZAN à travers nos travaux. Dans une approche un peu critique. Sur les effets que révèlent les travaux, est-ce que l'on observe des effets de sobriété foncière en perspective ZAN ou est-ce que l'on observe des phénomènes antérieurs? Alors nous, dans nos travaux, on a surtout analysé la réception de la ZAN, des différentes lois et injonctions par les territoires. Donc en fonction de trajectoires antérieures, en fonction de typologie de territoire, en fonction de culture aussi, d'aménagement, comment est-ce que cette injonction uniforme est réceptionnée par des politiques et des populations, des collectivités très variées.
Et puis, sur la mise en perspective d'histoire de sobriété foncière, ça, c'est des travaux qu'on a effectivement menés et on essaye de voir d'un point de vue, on va dire, plus de philosophie de l'aménagement, comment est-ce que chaque époque a pensé la sobriété foncière et qu'est-ce qui relève d'une spécificité de la loi ZAN, enfin des lois ZAN, et qu'est-ce qui relève de choses déjà négociées, débattues sur le temps très long, y compris depuis le début de l'industrialisation, le milieu du 19e siècle. Oui, merci pour l'ensemble de vos commentaires. Je vais répondre dans le sens inverse du coup. Effectivement, sur le temps long, on peut s'appuyer sur les travaux d'Eric Cham, par exemple, qui rappellent comment ça prend ses racines dès les années 60 dans la loi d'orientation foncière, et puis comment le ZAN procède d'une triple entente entre des considérations environnementales, agricoles et aménagistes, quoi. Mais peut-être que sur cette question des opportunités et de ce que ça nous dit des modèles d'aménagement, nous, ce qui nous est apparu, c'est qu'on observait en fait un décalage entre... alors là, je parle par la vallée de Londaine. Et, enfin, en comparant vallée de Londaine et plaine du Roussillon, c'est qu'il y avait un décalage entre la crispation la crispation politique à laquelle avait donné lieu la loi, la politisation des enjeux, et notamment la crispation sur les questions de chiffres. Et donc, on a un peu rapidement réduit le ZAN à des questions de bataille de chiffres avec des élus qui veulent montrer que leur population va augmenter beaucoup et que donc ils ont beaucoup besoin de logements, qu'il y aura beaucoup de décohabitation, qu'il y aura un poids mort qui nécessite de continuer à beaucoup construire, etc. Et en fait, la réalité des faits. Et par exemple, dans la vallée de Londaine, ce qui nous est apparu assez rapidement, c'est que la sobriété foncière, en fait, ils en font depuis longtemps. Par la nécessité, en fait. Par la nécessité de recyclage des friches, par la nécessité de réadapter l'offre de logement social. Et donc, finalement, le ZAN, certes, a pu avoir une vertu pédagogique en montrant la nécessité d'avoir une approche systémique et holistique de l'aménagement. Mais dans les faits... en fait, il y avait des choses qu'ils savaient déjà faire, notamment avec le rôle très important des établissements publics fonciers. À Saint-Étienne, l'EPORA est vraiment un acteur majeur depuis très longtemps. Ce qui me permet de répondre à la deuxième question sur les temporalités. Ce qui remonte du terrain, c'est que si la loi se met en place... a été énoncée en 2021 avec un décompte de l'artificialisation qui commence en 2021. L'alignement des documents de planification se fait dans les 10 années suivantes et l'objectif ZAN, c'est horizon 2050. Mais en fait, il y a une forme de... ils se sentaient un peu démunis sur les outils à mettre en œuvre, en fait, d'une loi qui donne des objectifs, mais avec des documents de planification qui ne sont pas synchrones. Et donc là, il y a tout un travail de resynchronisation de l'entonnoir des différents documents de planification à mettre en cohérence les uns avec les autres. Sauf que une commune qui vient juste de refaire son PLU, ça coûte cher. Donc il y a la question du financement de ces documents-là. Et puis quels sont les éléments de régulation que l'on met en place, les outils que l'on mobilise entre-temps, avant que le nouveau document ne soit voté. Et donc là, ça se disperse un peu. Il y a des communes qui vont essayer, ou des opérateurs privés qui vont essayer de saisir les dernières opportunités tant que les documents sont permissifs, et d'autres qui vont être dans une forme d'attentisme, soit pour ne rien faire, soit pour un peu démunis. Et j'en viens au dernier point sur le rapport de France Nature Environnement et de la Fondation Abbé Pierre. On avait fait un entretien avec les chargés de plaidoyer de la Fondation Abbé Pierre, donc on avait connaissance de leurs travaux. Et donc effectivement, peut-être on a eu un effet de zoom en parlant du logement abordable par... peut-être ce qui pourrait apparaître le petit trou de la lorgnette de la maison abordable, mais néanmoins, par exemple, dans les Pyrénées-Orientales, clairement, c'est une question que l'on va devoir travailler dans cette perspective de justice sociale, c'est-à-dire qu'une part des personnes qui sont dans ces maisons éloignées du centre des pôles d'emploi, sur du foncier moins cher, sur des parcelles toutes petites, parce que les promoteurs ou les aménageurs ont bien compris qu'il fallait réduire la taille de la parcelle pour augmenter l'accessibilité, la solvabilité des ménages. En fait, c'est des gens qui aussi seraient éligibles au logement social,
mais pour lesquels le logement social est repoussoir parce qu'il est associé de façon caricaturale et peut-être erronée, mais il est associé au logement collectif en ville, pour le dire rapidement, les cages à lapins. Et donc en fait, c'est comment aussi on travaille sur ces imaginaires-là, au-delà des modèles opérationnels. Bon, et ça, on aimerait bien travailler avec les bailleurs pour travailler sur ces questions de logement individuel et collectif, notamment éloignés des centres urbains. Et très rapidement, pour compléter à partir de l'expérience de la thèse que je mène en cours en ce moment avec la région Occitanie où je suis en CIFRE, en fait, le passage de la territorialisation du ZAN et des difficultés à territorialiser, ça se fait par en fait, le constat de territoires où les alternatives en fait, à la consommation d'espace ne sont pas évidentes. Et c'est pour ça que les espaces dits détendus sont ressortis vraiment comme une lumière rouge, pour tout un tas de raisons que je ne vais pas détailler maintenant, mais si j'en garde une seule, c'est le jeu des valeurs foncières et immobilières, où en fait, quand l'immobilier vaut moins de 2 000 € du mètre carré, avec des coûts de construction qui eux-mêmes déjà pèsent pour 2 000 € du mètre carré, en fait, les modèles sont loin d'être évidents. Et en fait, toutes les opérations de densification, de recyclage foncier, de revitalisation de ces petites villes et de cette ruralité sont très largement dépendantes de subventions, et notamment la subvention nationale. Et donc, en fait, cette territorialisation du ZAN, elle s'inscrit dans des mécanismes de péréquation et de solidarité nationale, dont en fait le fonds vert est le premier contributeur. Et donc, les menaces sur le fonds vert pèsent directement sur la territorialisation du ZAN dans ces espaces peu denses. Voilà, très rapidement. Merci beaucoup pour ces réponses. Alors, on a un petit peu de temps pour prendre des questions de la salle ou en ligne, si vous le souhaitez. Apparemment, c'était extrêmement clair. Moi, j'avais une autre question alors, qui concerne le ZAN, mais qui est directement... enfin, qui concerne à moitié le ZAN, on va dire, qui est plus directement en lien avec des questions peut-être de limites en ressources, par exemple de ressources en eau. On voit, ça arrive depuis quelques mois. Vous m'avez senti arriver sur le terrain des Pyrénées-Orientales. Depuis quelques mois, on voit des documents d'urbanisme, par exemple, qui sont annulés ou cassés pour des questions d'absence de ressources en eau par rapport aux besoins en construction qui seraient faisables sur le foncier qu'on laisse disponible. Et finalement, le ZAN, c'est quasiment c'est pas un problème dans ce cas-là, c'est quasiment l'étape d'après. Est-ce que sur votre terrain, et je pense du coup particulièrement aux Pyrénées-Orientales, vous avez pu observer quelle est la prise en compte de ces questions de ressources, en particulier en eau, et peut-être aussi, et c'est peut-être une autre question qui est aussi très liée à vos terrains dans les Outre-mer, la prise en compte des risques, notamment naturels, dans le ZAN. Et on a une autre question. Est-ce qu'on m'entend? Oui. Très bien. Bonjour, Vincent Fouchier, je suis à la métropole Aix-Marseille-Provence. Juste pour partager peut-être quelques réflexions et poser une ou deux questions au passage. D'abord, merci pour les présentations qui sont super intéressantes parce qu'elles sont ancrées sur des territoires avec une analyse en profondeur. Nous, on a un focus sur notre territoire où on ouvre sur des questions qui vont beaucoup plus sur la mobilité que ce qui a été évoqué là. Et donc j'avais envie de vous interroger là-dessus parce que si on ne regarde que la densité, qui est en fait la contrepartie du ZAN, il faut appeler un chat, par le prisme du bâti, on ne comprend pas une grande partie de la problématique qui doit être regardée de manière beaucoup plus large. Et plus globalement, en fait, toutes nos périphéries, elles se retrouvent en panne sèche. Panne sèche de l'eau, panne sèche de l'énergie, parce que le coût ou même la disponibilité, c'est difficile. Panne sèche en économie, le développement économique qu'on a connu pendant 30-40 ans, on ne le connaîtra plus de la même manière. Panne sèche démographique, on n'est plus dans les 30 glorieuses, on n'est plus dans la croissance massive de population, on n'est plus dans les familles avec enfants qu'il faut loger de manière rapide avec des logements abordables autant que possible. C'est une autre équation qui est en train de s'écrire et cette équation, elle passe notamment sur la question de la mobilité. Et donc la question de densité, la question de là où on construit, elle est absolument fondamentale. À la fois pour les gens, les ménages, mais aussi pour la puissance publique. Et la question du ZAN, pour moi, je la prends pas tellement par le ZAN, je la prends par la densité. Et il y a un vrai sujet vis-à-vis de l'État. Le fonds vert ne suffira pas. C'est pas la bonne réponse en volume sur les besoins d'accompagnement de la densification et de l'intensification. Je nuance les deux. Il y a besoin de compléter tous les dispositifs de limitation des extensions urbaines par des aides multiples
et un nouveau modèle de financement de la densification et de l'intensification urbaine. Et ce modèle-là, il n'est pas encore posé. Et c'est urgent, parce que tout le monde se pose vraiment l'enjeu de concentrer le développement, mais on n'a pas les outils. Alors la planification, c'est une chose, mais ce n'est pas non plus suffisant. Une fois qu'on aura tout aligné, le SCOT, le PLU, le SRADET, le SCOT, le PLU, bien, c'est bon, on aura passé le cap de la transition démographique. C'est-à-dire que le vieillissement sera passé par là, on sera dans une phase de décroissance de la population, c'est fini. En fait, c'est maintenant que ça se joue sur les 15, 20, 30 prochaines années. Au-delà, on sera dans un autre régime démographique et on ne se posera plus les mêmes questions. Voilà, donc c'est un peu là-dessus, c'est un peu en vrac, mais c'est aussi comme ça qu'on aborde sur Aix-Marseille de manière complètement décloisonnée, avec les coûts que ça implique pour les habitants, cumulés, mobilité, logement, pour mieux cerner les impacts. Voilà, merci. Merci. Alors on va prendre une dernière question et ensuite on laissera l'équipe réagir. Bonjour, Frédéric Tenard, je suis à l'ANRU, donc moi je fais du recyclage urbain. En fait, je voudrais poser une question liée aux ZAN, parce que moi je suis sur le modèle inverse déjà, c'est-à-dire que je suis sur le recyclage des territoires, donc je suis déjà dans le cycle de renouvellement urbain. Et juste pour l'IAU a créé un indice que je trouve très intéressant, qui est l'indice de recyclage urbain en Ile-de-France. Alors bien sûr, c'est un endroit favorable, où je crois que c'était un chiffre comme 0,3, il y a eu des cahiers qu'ils ont fait, et qui est un peu l'envers, qui est dans le miroir de la question du ZAN. Et ma question, qui prolonge peut-être ce que disait Vincent Fouchier, c'est est-ce que le ZAN n'est pas aujourd'hui, dans ce que vous nous présentez, en fait, la fin ou la prolongation, quelque part, du modèle de pensée de l'aménagement dans lequel on est. C'est-à-dire que je prends deux sujets, pour faire vite, le sujet du vieillissement et de la démographie, le choc, il va être assez terrible. Je pense que le modèle du pavillonnaire et de la famille avec 3 enfants, il est en train de disparaître. Je pense que les élus sont toujours accrochés à l'idée qu'il faut du chiffre, il faut préserver notre école, etc., etc. Alors qu'ils sont, sur ce sujet-là, dans un choc à venir qui a commencé. C'est variable suivant les zones, c'est pas à Genève vu la dynamique économique, mais les 3/4 des territoires sont dans ce choc-là qui va s'approfondir, qui va s'accélérer. Et j'en prends un autre, c'est parce qu'on parle du ZAN pour le réchauffement climatique, mais la question des risques naturels et je dirais des risques différenciés sur un territoire, rien que sur la question de l'inondation. Je ne parle même pas du RGA ou des choses comme ça. C'est que vous allez avoir des différenciations des espaces avec, moi je le dis sur les inondations, il y a un nouveau régime climatique qui est que se balade sur l'Europe, c'est assez mécanique en fait, des zones effectivement de canicule. Mais qui dit zone de canicule, que tout autour, il y a des zones d'inondation, de pluie intense. C'est ce qu'on est en train de vivre. Et ça, chaque territoire va avoir ça à gérer. Et j'ai l'impression que alors moi, je suis pour le ZAI, c'est un truc un peu plus intégré, un peu plus radical 2030. C'est-à-dire que c'est aussi lié aussi à la question de la production de logements. Mais je pense que le choc aujourd'hui, il est tellement important pour les acteurs locaux qui sont encore en train de se réfugier dans on nous comprime encore notre espoir ou notre capacité de développement. Mais on n'est plus dans un sujet de développement, on est sur un sujet d'amortissement, de transformation beaucoup plus lourde. Et voilà, donc est-ce que ces questions-là, quand vous discutez avec les élus, il y a des gens éclairés ou il y a des gens qui sont là-dedans, ou alors on est encore dans le schéma, on prolonge l'aménagement des 30 Glorieuses. Merci. Alors, on va vous laisser 3 minutes pour répondre. Donc, vous pouvez soit trier les questions, soit être extrêmement synthétique sur chacune d'entre elles. Okay. Bon, sur ZAN, politique du passé, Maxence, je te laisse répondre. Alors, sur les Outre-mer, donc effectivement, on réfléchit sur la Guyane et la Guadeloupe. Ce que je peux vous dire très rapidement, c'est que la Guadeloupe, elle est frappée par une recrudescence de catastrophes naturelles, donc d'aléas violents, et puis surtout, elle est soumise au recul du trait de côte avec la montée des eaux et les phénomènes d'érosion, etc. Et la question était de savoir comment est-ce que la relocalisation des populations et des activités en péril par le recul du trait de côte était ou non compatible avec la sobriété foncière en perspective ZAN, sachant qu'en plus, les Outre-mer sont sortis du dispositif, mais ne sont pas sortis de l'incitation à baisser leur consommation d'artificialisation. Donc ça pose très clairement la question de l'articulation entre justice environnementale, justice sociale, et puis bon. Donc ça, on est en train de regarder avec le PF Terre Caraïbes cette question-là. Sur la question de la mobilité, très rapidement, effectivement, on regarde ça en particulier dans plusieurs territoires, mais dans le Genevois, où Genève
investit dans des infrastructures de mobilité parce qu'elle sait très bien qu'avec d'un côté la loi d'aménagement du territoire qui empêche toute construction quasiment dans le canton et la sobriété foncière en perspective ZAN qui limite les constructions nouvelles dans la partie française, la nappe, alors ça ressort de nos entretiens, donc ce sont des craintes mais collectives pour le futur, la nappe va s'étendre et puis surtout on va avoir du mal à pourvoir les emplois dans le canton de Genève et dans le Genevois français. Ça veut dire que qu'est-ce qui va se passer sans doute ? Premièrement, les emplois en France-Suisse vont venir se loger dans le Genevois français et les emplois en euros vont aller se loger ailleurs. Au bout d'un moment, ce qui va se passer, c'est que les emplois dans le Genevois français ne vont plus réussir à trouver des individus pour accepter ce mode de vie et les emplois dans le canton de Genève vont être soumis à la négociation. Ils vont négocier deux choses. 1, des hausses de salaire. 2, du télétravail, ce qui fait qu'ils vont venir travailler 3-4 jours par semaine à Genève et ils vont habiter au Portugal et ils vont venir en avion. Donc en fait, là, pour le coup, le gain carbone du ZAN est nul. Très rapidement aussi, parce que peut-être que les gens ont faim. Alors sur l'eau, alors clairement les Pyrénées-Orientales n'en sont pas du tout au stade de faïence, qui a eu une politique très volontariste de fermeture des droits de construction du fait de ces restrictions d'eau. Dans les Pyrénées-Orientales, on est dans un déni absolu, avec une attente très forte de solutions techniques, creuser de toujours plus profond dans les nappes phréatiques, enfin dans les couches du Quaternaire, faire venir l'eau du Rhône, faire venir l'eau de plus loin. Donc là, on n'y est pas du tout. Et depuis longtemps, parce que la catastrophe, on la voyait venir, et les spécialistes de ressources en eau, y compris à l'université de Perpignan, avaient alerté depuis longtemps sur cette question de l'eau. Alors quand même, pour finir sur une note d'espoir, la lumière viendra peut-être de la mobilisation citoyenne, puisque l'on voit des premières contestations de projets de lotissement sur la base de cette question de manque d'eau sur le territoire. Et ce qui est intéressant, c'est que, à ma connaissance, c'est la première fois que la contestation sur le manque d'eau ne pointe pas le changement climatique, même s'il fait partie de l'équation, mais pointe clairement du doigt la construction de logements, la bétonisation, et donc ce collectif qui s'appelle Agli en transition, du nom de la rivière structurante du nord du département. Ils ont fait des installations avec des logos mimant Total, avec un pistolet de pétrole dans la bouche. Quand ils n'auront plus d'eau, ils boiront du pétrole. Et donc ça reboucle avec les questions de mobilité et de ce coût caché de l'étalement urbain qui est la mobilité, et de la poudrière sociale que constitue, ou de la bombe plus ou moins à retardement que constitue la question des mobilités. Et peut-être pour reboucler sur la question du ZAN entre continuité et rupture, et un discours récurrent sur finalement les trajectoires territoriales, et est-ce que la métropolisation est inexorable, est-ce que la renaissance rurale est un mirage ou une réalité? En fait, il n'y a pas vraiment de consensus sur le sujet, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des territoires qui subissent un déclin démographique, il y a des territoires qui subissent un choc de vieillissement, mais il y en a aussi qui renaissent, des territoires peu denses qui renaissent. Et en fait, le débat sur est-ce qu'il y a un mouvement inexorable dans un sens ou dans l'autre, il masque un peu le fait qu'on ne s'est jamais posé la question de c'était quoi un urbanisme rural, excusez-moi pour l'oxymore, et c'est pas pour reprendre le lobbying en cours à l'AMRF, l'Association des maires ruraux de France, qui demande un plan Marshall pour la ruralité avec un urbanisme villageois. Mais c'est vrai que dans les années 60, on a un peu évité cette question de quel plan ou quel développement planifié pour les villages. Et aujourd'hui, c'est cette impensée-là qui revient aussi nous mettre en défaut sur la déclinaison de la sobriété foncière dans ces espaces. Alors, merci beaucoup pour toutes ces réponses et tous ces débats. Merci encore à Céline Bonhomme de s'être prêtée à l'exercice de la discussion.